Pourquoi vos transformations s'effacent et ce que personne ne vous a dit. Vous êtes dans une entreprise, vous sentez que quelque chose vous échappe, mais vous ne savez pas quoi. Dans cette vidéo, je vais vous nommer ce que vous vivez et vous donner les outils pour ne plus le subir. Vous vous souvenez de cette mission? Vous avez fait du bon travail, vraiment. Le client est satisfait et quelques mois après, vous avez su que rien n'avait vraiment changé. Est-ce que ce que je fais a vraiment de l'impact? Cette question, je vais y répondre et surtout vous donner ce qu'il vous faut pour ne plus jamais vous sentir démuni dans ces moments-là. 70% des transformations n'atteignent pas leurs objectifs depuis 30 ans, malgré les nombreuses méthodes, malgré soit des budgets colossaux, malgré aussi de nombreuses formations et budgets associés. Mais ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas non plus une question de bonne volonté, c'est une question de niveau d'intervention. Et c'est ça. Ça se joue à ces moments précis, sur le terrain, en immersion, quand vous êtes seul face à une situation que rien ne vous a appris à lire. La plupart des accompagnements opèrent sur ce qui se voit, pas sur ce qui existe vraiment. Alors maintenant, qui suis-je? Donc, je m'appelle Bruno Loiret. Pendant 40 ans, donc dans un grand groupe, j'ai occupé des postes différents. J'étais de l'autre côté de vos interventions. J'ai vu défiler des consultants compétents qui repartaient avec le sentiment d'avoir bien fait leur travail. Et j'ai vu depuis l'intérieur ce qui se passait vraiment quand ils n'étaient plus là. J'ai aussi vu les consultants démunis, perdus dans une réunion qui leur échappait, sans savoir pourquoi. Ce n'était pas un manque de talent, c'était un manque d'outils de lecture. J'ai formalisé ça dans une démarche et dans mon livre. Je vais vous donner maintenant 3 prises de conscience. Chacune d'elles contient une question que vous pouvez poser dès demain. Chacune part d'un moment que vous avez déjà probablement vécu seul, en immersion, sans savoir comment le lire. Et chacune vous donne l'outil pour ne plus jamais être démuni dans cette situation précise. La prise de conscience numéro 1. Vos résistants sont vos meilleurs alliés. Vous êtes dans la salle, ça fait 20 minutes que vous présentez votre plan d'action. Il y a ce moment, vous le connaissez probablement, vous sentez que la salle se referme. Personne ne dit rien, mais vous savez que quelque chose vient de se fermer. Vous accélérez, vous reformulez, vous donnez un exemple de plus, et plus vous insistez, plus ça se ferme. À ce moment-là, vous ne savez pas le lire. Alors vous faites ce que tout le monde fait, vous poussez plus fort. Du coup, de ne pas savoir lire ce moment, vous perdez la salle ce jour-là, et souvent, vous perdez aussi la mission qui suit, parce que le rapport final ne tiendra pas et que personne ne vous dira pourquoi. Si ce signal vous échappe systématiquement, mission après mission, voilà ce qui se construit sans que vous le voyiez. Vous devenez le consultant qu'on appelle pour passer, pas pour rester. Vos missions restent courtes, transactionnelles. Les recommandations se tarissent, pas parce que votre travail était mauvais, mais parce que personne ne se souvient d'avoir vraiment changé quelque chose avec vous. Alors, ce qui se passe réellement, la personne qui résiste protège quelque chose, une expertise, une procédure qui fonctionne, une mémoire d'échecs passés que vous ignorez. La question qui change tout, qu'est-ce qui fonctionne vraiment dans votre façon de travailler aujourd'hui et que vous ne voudriez surtout pas perdre? Donc pas pour la neutraliser, mais pour l'intégrer. Alors qu'est-ce que ça change? Pour vous, vous repérez le signal de fermeture de salle avant qu'il ne devienne un blocage. Vous le retournez en question, en direct, devant le groupe, et la salle se rouvre. Et pour le client, cette expertise protégée entre dans votre plan au lieu d'en être exclu. Le projet s'appuie sur ce qui existe déjà, au lieu de le réinventer. Le dirigeant aussi récupère une information qu'il n'avait probablement jamais eue ou vue auparavant. Pourquoi vous ne pouvez plus l'ignorer? Crozier et Friedberg ont montré que le pouvoir dans une organisation se loge dans les zones d'incertitude
maîtrisé par certains acteurs. Sans ce repère, vous interprétez la résistance comme un problème de personne et vous perdez un temps précieux à gérer quelqu'un qui, en réalité, détenait l'information qui aurait pu peut-être sauver votre mission. La prise de conscience numéro 2, former les individus ne suffit pas. Vous rentrez chez vous après la 3e journée de formation, il y a cette pensée qui revient que vous n'osez dire à personne. Je ne sais pas si ça va vraiment changer quelque chose. Vous l'avez bien fait, le contenu était bon, les gens ont participé et étaient satisfaits, mais il y a ce doute sourd que vous traînez jusqu'à la prochaine mission. Ce doute, vous le portez seul, vous ne le dites jamais aux clients. Alors, le coup de ne pas comprendre ce doute, c'est-à-dire vous continuez à proposer le même type d'intervention. Plus de formation, plus de coaching individuel sur des situations où ça ne marchera jamais. Vous épuisez votre crédibilité sur des solutions qui ne peuvent pas tenir. Alors, répéter sur plusieurs missions, ce doute non traité a un effet précis sur votre activité. Vous devenez interchangeable. N'importe quel organisme de formation peut livrer le même contenu. Vous entrez en concurrence sur le prix, jamais sur la compréhension du terrain parce que vous ne l'avez jamais formalisé. Alors, ce que ce doute signale réellement, ce n'est pas votre formation qui est en cause, c'est le niveau où vous êtes intervenu. Le problème n'est pas dans les gens, mais dans le contexte qui produit leur comportement. La question à poser, c'est qu'est-ce qui empêcherait ces personnes de changer, même si elles le voulaient vraiment? Pour vous, ce doute du retour après formation devient un signal d'alerte fiable. Quand vous le ressentez, vous savez désormais qu'il faut creuser le système avant de reformer les individus. Et qu'est-ce que ça change pour le client? Et au lieu de payer une 3e session de formation qui ne tiendra pas plus que les 2 précédentes, le dirigeant découvre la vraie cause. Et souvent, un système de reporting, une charge de travail, une contrainte en fait qu'il n'avait jamais reliée au problème de comportement qu'il observait. Pourquoi vous ne pouvez plus l'ignorer? Le psychosociologue Yves Clos a documenté l'écart entre travail prescrit et travail réel. Cet écart n'est pas un manque de compétences, c'est de l'intelligence individuelle et des collectifs de travail qui s'adaptent à des contraintes que vous n'avez pas vues. Sans ce repère, vous prenez ce doute pour de l'autocritique, alors que c'est un diagnostic systémique en train de se former en vous. Passons désormais donc à la prise de conscience numéro 3. Le vrai problème n'est pas là où on vous le présente. La situation, le dirigeant vous a briefé en 20 minutes, vous avez votre mission, votre feuille de route, et en sortant de son bureau, dans le couloir, vous croisez le regard d'un manager qui sait quelque chose que vous ne savez pas encore. Vous le sentez, mais vous avez un planning, une proposition signée, vous avancez. Ce regard dans le couloir, vous l'avez déjà croisé. Et vous l'avez déjà ignoré parce que vous n'aviez pas le temps, pas le mandat, vous ne pouvez pas vous arrêter. Alors le coup d'ignorer, c'est que vous construisez toute votre intervention sur la lecture du dirigeant. Si elle est partielle ou fausse, votre diagnostic l'est aussi, et vous le découvrez seulement à la fin, quand il est trop tard pour corriger. Alors si vous répétez ce schéma, acceptez la commande telle qu'elle, mission après mission, vous construisez une réputation précise sans le vouloir, celle d'un consultant qui exécute bien, mais qu'on ne consulte jamais vraiment. Les dirigeants vous gardent pour le cadre, plus jamais pour le diagnostic. Votre valeur perçue plafonne au rôle d'exécutant, quel que soit votre niveau réel d'expertise. Donc ce regard dans le couloir est souvent la première version, la plus honnête du vrai problème. A-t-on demandé l'avis à ceux qui vont vivre ce changement? Vous questionnez la commande avant d'y répondre. Alors pour vous, ce regard dans le couloir devient une donnée que vous notez et creusez, et pas un détail que vous laissez filer parce que le planning presse. Et pour le client, qu'est-ce que c'est? Ben, le client, il découvre, parfois pour la première fois, qu'il existe une autre lecture de la situation que la sienne.
porté par des gens qu'il n'avait jamais pensé à consulter. La mission traite le vrai sujet, pas celui qu'il avait présenté en 20 minutes. Donc pourquoi vous ne pouvez plus l'ignorer? Un autre sociologue des organisations, Jean-Daniel Reynaud, a montré que toute organisation fonctionne avec des régulations officielles et des régulations autonomes. Donc celles que les acteurs ont construites pour que ça marche réellement. Sans ce repère, vous prenez la version du dirigeant pour la réalité de l'organisation et vous bâtissez une intervention sur une carte incomplète. On a déjà abordé à plusieurs reprises donc cette clé, le niveau d'intervention. Tout d'abord, le niveau 1, orienté sur les individus. 90% des interventions restent là. Le niveau 2, donc qui intervient sur les processus, l'organisation. Bon, c'est mieux, mais ça reste insuffisant. Et le niveau 3, le système lui-même, ses règles implicites, ce que presque personne ne touche. Les 3 moments que je viens de décrire, la salle qui se ferme, le doute du retour suite à vos formations, le regard dans le couloir, ce sont vos points d'accès au niveau 3. Et pour le client, qu'est-ce que ça change? En fait, la différence entre une intervention de niveau 1 ou 2 et une intervention de niveau 3 n'est pas dans le rapport de mission, elle est dans ce qui reste, ou pas, 6 mois après votre départ. C'est la différence entre payer pour un événement ou payer pour un changement. Pour vous, intervenir systématiquement au niveau 1 et 2 a un plafond. Vous serez toujours comparé, toujours remplaçable, toujours négocié à la baisse parce que ce niveau-là se standardise. Le niveau 3 ne se standardise pas. C'est lui qui vous rend irremplaçable, pas votre méthode. Donc ce n'est pas une distraction, ce n'est pas des distractions, ce sont des signaux. Et maintenant, vous savez les lire. Intervenir au niveau 3, c'est ce que la démarche AICIA vous apprend à faire. Voilà ce que j'observe chez les praticiens qui changent vraiment de niveau d'intervention. Étape 1, ils savent enfin pourquoi ça ne tient pas. La salle qui se ferme, le doute, le regard dans le couloir, ils savent maintenant ce que ça signifie. Ce qui est vécu comme un échec personnel devient un repère professionnel. Ils arrêtent de se demander: «Mais qu'est-ce que j'ai raté?» et commencent à se demander: «Qu'est-ce que je viens de voir là?» Étape 2, ils voient ce que personne d'autre ne voit. Ils captent les signaux en direct, pendant la mission, pas après, dans le rapport d'échec. Dans une réunion, ils sont les seuls à remarquer que le silence après une question n'est pas de l'accord, mais de la prudence. Ce décalage devient à leur avantage. Ils ajustent en cours de mission, là où d'autres ajustent après coup, souvent trop tard. L'étape numéro 3, ils conduisent différemment. Ils s'arrêtent sur le regard dans le couloir. Ils creusent le doute du retour suite à leur formation. Concrètement, ça veut dire des questions en plus avant de proposer une solution et des réponses co-construites avec les personnes, plutôt que d'apporter des solutions toutes faites. Donc, le rythme de la mission change. Plus lent au démarrage, certes, mais plus solide à l'arrivée. 4e étape, leurs interventions tiennent, parce qu'ils ont traité ce que les autres laissent filer. 6, 12, 18 mois après leur départ, ce qu'ils ont mis en place est encore là. Non pas parce qu'ils l'ont imposé, mais parce que les acteurs eux-mêmes continuent de le faire vivre, sans supervision. Et enfin, 5e étape, ils choisissent leur mission. Leur lecture du terrain devient leur signature professionnelle. Les dirigeants ne les comparent plus à d'autres devis. Ils les rappellent nommément pour des situations où la version officielle du problème ne suffit visiblement pas à l'expliquer. Aïssia, on l'a évoqué à plusieurs reprises depuis le début, signifie accompagnement innovant du changement avec l'intelligence des acteurs. L'intelligence pour transformer une organisation est déjà dans cette organisation. Votre rôle, donc, c'est donc de créer les conditions pour qu'elle se révèle. C'est de créer les conditions pour que l'intelligence existante se rende enfin visible, se mobilise et produise une transformation que les acteurs portent eux-mêmes parce qu'elle vient d'eux. Concrètement, c'est ce qui vous donne des outils pour ne plus jamais être démunis face à une salle qui se referme
au doute du soir, au regard dans le couloir. Vous venez de voir 3 moments que vous vivez peut-être chaque semaine. La question maintenant, à quel niveau intervenez-vous aujourd'hui? J'ai créé un diagnostic gratuit pour ça. Le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous. Je publie régulièrement sur l'accompagnement systémique des transformations en entreprise. Ce que je vous ai montré depuis le début de cette présentation, c'est fondé sur mes 40 années d'observation et sur des chercheurs qui ont documenté ces mêmes mécanismes. Ces chercheurs sont François Dupuis, Michel Crozier, Erhard Friedberg, Jean-Daniel Reynaud, Yves Clos et de nombreux autres. Voilà un exemple de livres qu'ils ont écrits, mais il y a d'autres ressources que vous pourrez retrouver par ailleurs sur Internet ou dans vos meilleures librairies. Ensuite, il y a mon livre donc, où tout ça est développé, qui est disponible sur Amazon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, jusqu'au bout. Merci, à bientôt.